L'échiquier international, bienvenue à vous. Le Mali est sans aucun doute en train de traverser la pire crise politique de ces dernières années. La capitale Bamako et de nombreuses régions du pays, notamment l'ouest, seraient sous le contrôle et administrées par le NIM. On veut parler également de cette région et de cette frontière avec le Sénégal, laquelle échappait jusqu'à présent au contrôle de ce groupe radical. Donc c'est un fait inédit dans les annales pour le pays. Cela illustre l'ampleur de la crise sécuritaire. Donc, n'était-ce pas pourtant le credo du colonel Assimi Goïta, une fois gravé avec empoigne les marches du pouvoir en 2021, pour expliquer la légitimation du coup de force et la nouvelle urgence que devaient pallier les nouvelles autorités du pays au détriment parfois des codes diplomatiques. Comment expliquer donc qu'un simple blocus sur le carburant imposé par un groupe radical peut défier une armée régulière, voire provoquer la chute de tout un pays, en tout cas la paralysie pour l'instant. Si ce scénario se vérifiait, la résonance sur le pays, la sous-région et sans doute l'ensemble du continent serait incommensurable. On fait le point et c'est tout de suite. Vous l'aurez compris, le Mali est un pays actuellement en crise totale, société à l'arrêt. Le JNIM, le groupe radical, par des attaques contre des convois de carburant, a provoqué la paralysie de tout un pays. Pénurie d'eau, coupure d'électricité, écoles fermées, tribunaux hors service. Certaines régions entières du Mali échapperaient à l'appareil d'État. Comment est-on arrivé là et quel est surtout l'objectif du JNIM? Pour en parler, je reçois Siddiq Abba. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste et auteur d'un livre qui annonce la situation de crise politico-sécuritaire qui bouleverse le Mali actuellement. Je rappelle le titre, c'est Mali, Sahel, notre Afghanistan à nous, point d'interrogation. Siddiq Abba, alors encore une fois, bienvenue. Les faits actuellement donnent crédit au titre de votre livre. À part la capitale Bamako et des confitis de secteurs, beaucoup de régions échapperaient au contrôle de l'appareil d'État de Bamako. Comment est-ce qu'on est arrivé dans cette situation? Oui, je crois qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer. Il y a d'abord l'échec quasiment de la réponse sécuritaire et militaire qui a été apportée depuis 2013, puisqu'on s'est installé depuis 2013 dans une réponse sécuritaire et militaire qui n'a pas associé tous les aspects non militaires et non sécuritaires. Et deuxième facteur aussi, c'est le fait que le JNIM se soit renforcé. On sait que le JNIM est une fêtière de mouvement qui a été créé, terroriste qui a été créé en 2017, qui comprend principalement en Sardine de Iyad Agali, la Katiba Massina de Amadou Koufa et d'autres mouvements. Et le JNIM a une implantation nationale. Avec son implantation nationale, et le fait que le JNIM se soit renforcé sur le plan militaire, avec notamment les paiements de rançons, les armes prises aux armées régulières, tout ça a mis ensemble, a permis justement au JNIM de se consolider et aujourd'hui de créer un rapport de force que l'on voit, un rapport de force aujourd'hui qui permet de... moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que Bamako est sur le point de tomber entre les mains de JNIM, mais c'est un scénario qu'il ne faut pas exclure, c'est quelque chose de tout à fait envisageable en raison de toutes les raisons que je viens d'avancer. Alors, vous avez soulevé un point essentiel par rapport, entre guillemets, au commerce des rançons, par rapport aux otages. On a parlé de montants exubérants, exorbitants, 20 millions de dollars, 50 millions de dollars, jusqu'à 70 millions de dollars, payés, et en tout cas, on encourage le paiement qui a été effectué par les Émiratis. Est-ce que ce n'est pas d'une certaine manière un accompagnement ou une menace en train de devenir réelle avec ce type de renforcement financier? Ah oui, non, absolument. Ça, c'est presque un des éléments clés du financement du terrorisme au Sahel. Les paiements de rançons qui avaient déjà commencé avec les pays occidentaux. Je donne quelques exemples seulement. En 2013, lorsque, en 2010, les employés d'Areva ont été enlevés au Niger, les négociations qui ont abouti à leur libération, on parle de 15 à 20 millions d'euros qui avaient été payés. Récemment, en octobre 2020,
lorsque la Française Sophie Petronin et Soumaïla Cissé, le chef de l'opposition, ont été libérés. Là aussi, on parle d'une vingtaine de millions de dollars. Et plus récemment, avec la libération de ces trois Émiratis, on parle de 50 millions d'euros. Ce sont des sommes énormes. Si vous les convertissez en monnaie locale, ça donne des milliards de francs CFA. Et ce trésor de guerre a été utilisé justement par les groupes djihadistes pour faire du recrutement, pour faire de l'acquisition, et ça a conforté, ça a été une source énorme de financement du terrorisme au Sahel. Je crois qu'on n'a pas fini encore de payer le prix de ce financement du terrorisme. Alors, on a annoncé des attaques à 50 km de Bamako, la capitale. Les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont appelé leurs ressortissants à quitter le pays. Revenons sur le JNIM. Alors, on parle de 5 000 à 10 000 membres qui contrôleraient les principaux axes routiers du pays. Mais même malgré tout, malgré les rançons, malgré l'argent, malgré aussi parfois les moyens militaires, logistiques, comment expliquer cette poussée et comment vous analysez qu'un tel groupe, avec des nombres moindres, puisse paralyser un pays aussi grand que le Mali? Comment vous l'expliquez? Oui, il y a d'abord le fait que le JNIM a eu un maillage territorial extraordinaire. Le nord est apporté par Ansardine de Iyad jusqu'à la frontière de l'Algérie. Le centre, c'est-à-dire la région de Ségou, le delta central, est apporté par la Katiba Massina de Amadou Koufa. Et ensemble, Ansardine et la Katiba Massina contrôlent la frontière avec le Niger et le Mali, ce qu'on appelle la zone de 3 frontières. Aujourd'hui, le JNIM a commencé à avoir des actions sur la frontière avec le Sénégal et la Mauritanie, ça veut dire le sud du Mali. Donc, si vous prenez quasiment les 4 points cardinaux du Mali, il y a une présence du JNIM. Et à partir de cette présence du JNIM, et aussi le fait que le JNIM se soit implanté dans les régions rurales, en zone rurale, le JNIM a une grande implantation, ça lui a permis justement de mener des opérations de harcèlement. Et le JNIM n'a pas un cantonnement qu'on peut aller attaquer. Mais cette mobilité, avec des motos, avec des moyens qui sont plus rapides que les chars de combat ou les avions de chasse, ça a permis au JNIM d'avoir une mobilité qui lui permet d'éviter d'être attaqué. Et malheureusement, le fait qu'il n'y ait pas une couverture aérienne suffisante fait que le JNIM peut se mouvoir, venir attaquer par surprise. Et cette tactique de harcèlement a pu marcher et elle donne aujourd'hui le résultat que l'on voit avec cette capacité d'entraver l'approvisionnement de Bamako à partir de Dakar, l'axe Dakar-Bamako, l'axe Abidjan-Bamako. Tous ces axes aujourd'hui sont entravés. On parle même récemment, le Niger avait décidé d'envoyer du carburant et certaines sources disent que le convoi nigérien a été attaqué au Burkina Faso. Donc, c'est cette mobilité et ce maillage territorial avec aujourd'hui des capacités opérationnelles exceptionnelles qui permettent au JNIM d'opérer et d'avoir cette force de paralysie que l'on voit aujourd'hui. Alors pour l'émission de ce soir, on a essayé d'interroger différents acteurs maliens qui ne sont pas tous d'accord sur le niveau de gravité que traverse le pays. Bon, ils le disent tous, le Mali serait face à un tournant quand même important. Sauf que hier, par exemple, Bamako, intramuros, semblait plutôt calme, voire festif, puisqu'un festival de musique intitulé Nord du Mali a été organisé. C'était hier soir, hein, avec l'artiste international malien Kader Tarhanine, s'est produit sur scène. Ce matin, on a vu Assimi Goïta qui s'est rendu à Korofina, quartier de Bamako, pour la pose de la première pierre d'un hôpital. Et au-delà, c'est dit qu'on observe une forme de sérénité du pouvoir en place. Est-ce que c'est stratégique? Est-ce que c'est un déni? Les journalistes, on l'a dit, affiliés au pouvoir affirment sur les réseaux sociaux que tout va bien. Aidez-nous à y voir plus clair. Non, il n'y a pas de risque imminent de chute de Bamako. Bamako ne va pas tomber demain parce que même le JNIM n'a pas, je pense, dans son agenda aujourd'hui, de prendre un pouvoir qu'il ne peut pas exercer, puisque, comme on voit, le JNIM a un agenda, il se prépare avec une stratégie de dédiabolisation. Vous savez, on n'oublie pas que le JNIM a été à l'origine des attaques meurtrières de Solan au Burkina Faso en 2021. 160 civils ont été tués, où
récemment à Barcelone, en août 2024 au Burkina, où bon, le JNIM s'est inscrit dans une stratégie de dédiabolisation aujourd'hui, en essayant à travers des prêches en Bambara de se rapprocher de la population, en expliquant qu'il n'est pas contre la population. On sent qu'il y a un agenda politique et on sent qu'il y travaille. Mais donc, aujourd'hui, compte tenu de cet agenda politique et aussi de ses capacités militaires, la question de la possibilité que un pays du Sahel soit pris par le JNIM n'est pas une question invraisemblable. C'est pour cela qu'il faut engager la réflexion pour anticiper. Vous avez vu la réaction de l'Union européenne, de l'Union africaine plutôt, appelant à une solidarité avec le Mali. D'autres acteurs de la société civile comme le président de Africa Jom, Alioune Tine, ont aussi appelé à éviter l'effondrement du Mali. Ce n'est plus une question de science-fiction. Mais ce n'est pas demain ou après-demain que ça va se faire. Mais anticiper, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir, dit l'adage. Donc il faut ne pas exclure ce schéma, s'y préparer. Et je crois que c'est ça que les gens disent. Il y a des discussions à travers la société civile malienne où les gens disent, écoutez, nous ne devons pas faire la politique de l'Autriche, faire comme si le danger n'est pas à côté, mais nous devons, tout en étant sereins, tout en travaillant, tout en appelant à la solidarité, par exemple, de l'AES, qui va se déclencher sans doute si jamais le péril se précisait, tout en n'écartant pas tout cela, il faut envisager dans la réflexion de voir ces scénarios qui n'est pas totalement invraisemblable à partir du moment où l'attaque contre les ressortissants émiratis a eu lieu à la périphérie de Bamako, c'est à une cinquantaine de kilomètres. Ça veut dire que le JNIM a aujourd'hui beaucoup de capacités, mais ça ne veut pas dire non plus que c'est imminent que Bamako va tomber après-demain, comme on peut l'entendre. Je crois que ce qu'il faut retenir aussi, de la part des chancelleries occidentales, c'est aussi le fait qu'elles ont peur de leur propre opinion. Vous savez, dans le cas des États-Unis, si un ressortissant américain est enlevé aujourd'hui ou si quelque chose lui arrive, il peut attaquer en justice l'État américain et c'est déjà arrivé. Je crois que c'est ce principe de précaution qui donne le sentiment que quelque chose est imminent. Moi, je ne pense pas que c'est imminent, mais simplement, ce n'est pas quelque chose de totalement invraisemblable. Regardons maintenant du côté de Assimi Goïta, lui qui est arrivé avec empoigne en 2021 au sommet de l'organigramme politique du Mali, qui avait asséné que désormais il mettrait l'accent sur la politique sécuritaire du pays pour pallier à des manquements. Est-ce qu'on peut parler d'échec ? En tout cas, factuellement, quand on regarde, c'est que depuis 2021, on n'a pas réussi à contenir la progression géographique de la menace. En 2021, les régions de Caille, par exemple, n'étaient pas concernées. Le centre du Mali n'était pas affecté. Le JNIM n'avait pas cette capacité opérationnelle. On constate aujourd'hui que la stratégie qui a été développée à partir de mai 2021, puisque c'est en mai 2021 qu'Assimi Goïta, qui était avant vice-président de la République, a remplacé la transition civile qui était menée par le président Bandao et le premier ministre Mokhtar Wane. L'arrivée des militaires, la militarisation du régime de la transition n'a pas suffi à apporter des résultats pour renverser le rapport de force avec le groupe terroriste, parce que simplement, la question sécuritaire au Mali et dans le Sahel n'est pas simplement une question militaire et sécuritaire. L'erreur des militaires, militaires au pouvoir a été de considérer que si on augmente le budget de la défense, si on achète des équipements militaires et si on renforce la mobilité, ça va suffire à régler la crise sécuritaire. Tous les aspects non militaires, les groupes djihadistes ont continué à recruter des jeunes. Les groupes djihadistes ont continué à occuper l'espace où l'État n'est pas là. Toutes les questions non militaires n'ont pas été prises en compte et ça explique aujourd'hui ces résultats qui ne sont pas à la hauteur de ce qui avait été promis lors du coup d'État, dans le coup d'État en 2021. On parlait de la question du développement et du chômage qui touche les jeunes. Restons encore sur la question de la sécurité. Hier, le groupe Wagner, aujourd'hui est devenu l'Africorps en juin 2025, était supposé accompagner, renforcer, soutenir les opérations de l'armée régulière malienne. On a senti depuis un certain temps un affaiblissement du soutien. Où est l'appui russe et comment expliquez-vous aussi le manque de soutien ou l'affaiblissement du soutien du groupe russe à l'endroit de l'armée régulière malienne ? Oui,
il y a eu deux étapes dans la présence de Wagner. Il y a eu la première étape qui part de cette intervention jusqu'en juin de l'année dernière, où c'était vraiment Wagner qui était aux côtés de forces de défense et de sécurité maliennes et qui était engagé dans des opérations. On a pu le voir à Tinzaouaten lorsqu'il y a eu en juillet 2024, lorsqu'il y a eu les affrontements entre l'armée et les rebelles, que beaucoup de membres de Wagner étaient décédés parce qu'ils étaient engagés dans l'opération. On a pu le voir aussi lors de la reconquête de Kidal en novembre 2023, où Wagner a accompagné les forces armées maliennes dans les opérations de combat. Mais progressivement, cet accompagnement s'est beaucoup réduit. Et les gens de Wagner à partir du moment où Wagner est devenu Africorps et qu'il relève du ministère russe de la Défense et non de Wagner qui avait son organisation avec Prigojine après la mort de Prigojine en 2023, la relation entre le pouvoir malien et Africa Corps a changé. Et on a compris que Africa Corps était moins engagé que du temps de Wagner dans l'accompagnement. Ils sont sans doute du Conseil. Et ce changement de situation et ce changement de statut explique aujourd'hui pourquoi on ne voit pas véritablement Africa Corps aux côtés de l'armée malienne qui presque aujourd'hui se bat toute seule. Alors les objectifs du DNIM, on les a un peu caressés, on en a parlé un tout petit peu. Des observateurs sur le terrain rejoignent ce que vous avez dit tout à l'heure en disant que cette fois, par rapport aux autres années, le groupe radical a une manière de communiquer avec les populations. On sait que le Mali est une mosaïque de populations. Et cette fois-ci, le DNIM essaye non pas de terroriser, mais de administrer. On parle de cours de justice ou de décisions de justice qui sont tranchées. On parle d'administration de certaines localités. L'objectif est là. Cette fois, on se donne les moyens de prendre le pouvoir. Oui, il y a un agenda politique clairement de la part du JNIM. Vous avez vu les dernières revendications du JNIM, en tout cas les dernières consignes ont été transmises en Bambara. Il y a une volonté de montrer que c'est un groupe transnational, transethnique. Et pendant longtemps, on a mis en avant la figure de Iyad, le Touareg. Après, on a mis en avant Koufa, le Peul. Maintenant, il y a de plus en plus des dirigeants Bambara qui s'expriment en Bambara, les dirigeants de conseil. À côté du fait que le JNIM s'en prend moins aux populations, il y a aussi cette volonté de donner un caractère transethnique, un caractère national. Et tout ça est fait dans une démarche politique. Vous avez vu, le JNIM a énoncé de conseil en disant aux populations, vous êtes libres de circuler sur l'ensemble du territoire, nous on ne s'en prend pas à vous. Si on vous demande de vous arrêter, arrêtez-vous. Et lorsque vous prenez le bus, les femmes doivent être d'un côté du bus et les hommes d'un côté du bus et les femmes doivent porter une certaine tenue. Tout cela a commencé à être respecté par les usagers. Et les consignes d'hygiène sont aujourd'hui respectées par les chauffeurs de bus, par les passagers, etc. Donc, il y a une volonté aujourd'hui. On sent que le JNIM a un agenda politique qu'il est en train de dérouler progressivement. Jusqu'où il va aller, bon, on ne sait pas. Mais en tout cas, on sent qu'il y a un agenda politique, il y a une volonté de dédiaboliser, de montrer que le JNIM n'est pas contre le peuple malien. Au contraire, il veut le bonheur du peuple malien et que lui, il pourrait faire peut-être mieux que les politiciens classiques. Donc, il y a cet agenda politique que l'on voit à travers un certain nombre de faits qui sont des faits incontestables, qui sont des faits établis. Peut-être que cet agenda politique a besoin du renfort de l'Occident d'une certaine manière. Est-ce qu'on peut, par exemple, vous allez me dire ce que vous en pensez, je m'adresse à l'analyste, est-ce qu'on peut rejouer un scénario à la syrienne, c'est-à-dire on crée le chaos via un prétexte de la crise du carburant, on impose un groupe radical comme interlocuteur, puis on parle d'un gouvernement d'union nationale incluant d'anciens terroristes qu'on présenterait comme des rebelles ou des combattants pour la liberté, avec la France et les États-Unis comme médiateurs, ce qui explique aussi le mutisme de Paris et de ses journalistes, et même certains observateurs français n'arrêtent pas de dire que Bamako risque de tomber. Est-ce qu'on n'est pas aussi par rapport à ce type de scénario? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi je crois que le Mali n'est pas la Syrie et que un scénario... Ça ne m'a pas échappé.
un scénario à la syrienne. Non, je le dis parce que il y a beaucoup en Occident aujourd'hui qui évoquent cette hypothèse. Mais lorsqu'on regarde un peu ce qui s'est passé en Syrie, comment les ex-mouvements terroristes avaient eu un parrain. Là, on ne peut pas évacuer le rôle que la Turquie a pu jouer dans l'accompagnement de ceux qui ont pris Damas et qui sont aujourd'hui présentés. Et la Syrie, d'après ce qu'on sait, a même pu discuter la Syrie a même pu discuter avec le parrain russe de Bachar al-Assad pour éviter une intervention. On n'est pas dans ce scénario. Vous Je n'y croyez pense pas? que l'Occident a beaucoup plus à s'inquiéter d'un scénario à la syrienne au Mali parce que si le djinnim s'installe, à la différence de ce qu'on a vu en Syrie, le djinnim, s'il réussit à prendre un pays, il va vouloir prendre le reste du Sahel et peut-être même les pays du Golfe de Guinée. Puisque, comme on sait déjà, le djinnim aujourd'hui, son agenda, c'est aussi d'exporter la menace du Sahel vers les pays comme le Bénin, comme le Togo, qui sont régulièrement attaqués. Et il y a même eu une attaque du djinnim au Nigeria. Donc, son agenda n'est pas que le Mali. Si jamais ça se faisait, à partir du Mali, il voudra aller au Niger, il voudra aller au Burkina, il voudra aller en Côte d'Ivoire, il voudra... Et je ne suis pas sûr que ce soit dans l'intérêt de l'Occident ou dans l'intérêt de la stabilisation. Maintenant, il y a beaucoup d'appels au dialogue, à la discussion pour éviter que cela se fasse. Je ne sais pas comment aujourd'hui, si on dit au djinnim de discuter, s'il ne va pas poser des conditions préalables avant toute négociation. Et qu'en est-il du fameux mécanisme de solidarité des États du Sahel, jusqu'à présent, qui n'a pas été enclenché? On le disait à l'époque, si un des pays, à savoir le Nigeria, le Burkina Faso, le Mali serait en difficulté, les deux autres viendraient en renfort. Pour l'instant, on voit une forme de timidité pour ne pas dire qu'on voit aucune opération d'aide advenir. Oui, vous avez bien fait de rappeler qu'il y a une disposition de la charte du Liptako Gourma qui régit la confédération des trois pays de l'AES, qui dit que lorsqu'un pays est en difficulté, les autres. Il y a eu une réunion le vendredi dernier à Niamey des ministres de la Défense des trois pays qui ont même rencontré le président Tchani. Je crois qu'ils ont à l'agenda d'apporter la solidarité au Mali, mais pour l'instant, en tout cas du point de vue de l'évaluation qui a été faite par les pays du Sahel, le Mali n'est pas à un point de bascule où les autres pays viendraient à son secours. Je crois que c'est aussi une question d'évaluation. À côté de cette position, de cette stratégie de solidarité au plan militaire, le Niger a quand même essayé d'envoyer du carburant au Mali. Le carburant est parti du Niger, il est actuellement au Burkina Faso et il va être apporté. Je crois que le mécanisme de solidarité n'a pas totalement disparu. Simplement, c'est au niveau de l'évaluation de la menace que peut-être que les pays de l'AES ne sont pas au même niveau que l'évaluation indépendante que les chercheurs font ou que les autres. Et ils estiment que le Mali peut pour l'instant s'en sortir tout seul en attendant qu'il ait besoin de la solidarité de deux autres pays. Les groupes radicaux pourtant sévissent au Burkina Faso, même au Niger. Si jamais, scénario catastrophe certes, mais si jamais une partie du Mali tombait sous l'escarcelle de ces groupes radicaux, qu'est-ce qui adviendrait selon vous dans la sous-région, voire même au-delà sur le continent africain? Ah, ce serait... D'abord, je crois que si les groupes réussissent à dérouler leur agenda au Mali, la prochaine étape sera les deux autres pays de l'AES. Ensuite, après les deux autres pays de l'AES, ça va être les pays de la côte y compris, puisqu'on a vu que dans le cas du Djinim tout seul, la menace se rapprochait de la frontière avec le Sénégal et la Mauritanie, la région de Caille qui était jusqu'ici épargnée. Il y a une volonté de prendre possession de la sous-région et c'est pour ça qu'il faut, à mon avis, anticiper. Il ne faut pas considérer ça comme un problème malo-malien ou un problème entre l'AES. C'est un problème de la stabilité de la sous-région. Et vous savez, l'Afrique de l'Ouest fait frontière avec l'Afrique du Nord. Le Niger et le Mali sont frontaliers des pays comme l'Algérie, comme la Libye. L'Afrique de l'Ouest est frontalière aussi de l'Afrique centrale, du côté du Tchad, du côté... Et donc, il y a une position
géostratégique de l'Afrique de l'Ouest qui fait que, à mon avis, c'est la stabilité aussi de l'ensemble du continent aujourd'hui qui se joue au Mali. Et c'est pour cette raison peut-être que l'Union africaine a appelé à la solidarité internationale contre le Mali pour éviter le scénario catastrophe qui apporterait une situation qu'on aurait de la peine à gérer sur le continent, sur l'ensemble du continent. Merci Sidi Kaba. Je rappelle que vous êtes journaliste et auteur d'un livre qui annonce un tout petit peu ce qui se passe actuellement, qui s'intitule Mali Sahel, notre Afghanistan à nous, point d'interrogation. Merci d'avoir été avec nous et merci pour ces éléments d'explication. Je vous dis à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup de votre invitation. L'IGI International s'achève ici. Merci de nous avoir prêté attention. Je vous laisse avec la suite des programmes sur Al24 News et on se retrouve samedi. D'ici là, portez-vous bien.